Si on reprend les fondements de l'Iran de Khomeini, Israël est l'ennemi de l'islam depuis sa naissance. Et le but est d'extirper ce cancer du Moyen-Orient. C'est un but profond et c'est même eschatologique, puisque dans la tradition musulmane chiite, le Mahdi, qui est le dernier des 12 imams, viendra et mettra à mort tous les juifs. La nature du combat de l'Iran avec Israël est profondément religieuse. On n'a pas de frontières communes, on n'a pas de lutte économique ou touristique ou industrielle avec eux. La contestation populaire en Iran continue de s'amplifier, des manifestations qui se multiplient, un pouvoir sous pression. Alors, quelles sont les raisons profondes de cette colère et jusqu'où les manifestants sont-ils prêts à aller? Et surtout, quelles conséquences possibles pour Israël et sa région? Pour en parler, nous sommes avec Dr Ephraim Herrera. Dr Herrera, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Vous êtes historien et spécialiste du monde musulman et on va essayer, grâce à vous, d'en savoir un peu plus. Vous avez essayé de nous éclairer sur ces manifestations qui ont commencé déjà depuis quelques jours en Iran. D'abord, comment expliquer l'ampleur actuelle de cette contestation en Iran, de ces manifestations qui ont eu lieu? Qu'est-ce qui a poussé les gens à descendre dans la rue? Beaucoup de choses, finalement, beaucoup de causes. D'abord, une économie à la dérive et la chute de la monnaie du rial, de la monnaie iranienne. Il y a l'inflation galopante, il y a le chômage, il y a les infrastructures qui ne sont pas à la hauteur, il y a des pannes d'électricité continues tous les jours, et il y a les sanctions économiques de l'Union européenne et des États-Unis qui pèsent très lourd avec un embargo pétrolier, le gel d'avoirs. Il y a une corruption massive en Iran, avec une oligarchie en place. De facto, ce sont les gardiens de la révolution qui exploitent toute l'économie iranienne. Il n'y a pas de liberté fondamentale. Il y a des problèmes de pénurie d'eau très graves, avec une atteinte profonde des couches phréatiques, et ça touche aussi beaucoup l'agriculture. Il y a des problèmes de fond, parce que l'Iran, c'est un pays qui est composé de nombreuses ethnies. Les Persans sont environ 50%, mais il y a principalement des Azéris, des Kurdes, aussi des Arabes, des Baloutchis et autres. Et donc, finalement, c'est un pays divisé au niveau des ethnies. Et surtout, les ethnies non persanes sont brimées et défavorisées par rapport à l'ethnie dominante. Il y a une opposition à la conception religieuse des ayatollahs, et avec en particulier la police des mœurs. Ça a déjà entraîné des émeutes dans le passé. La composition du budget iranien, qui est centré sur l'armement et la sécurité, et sur le financement de proxys comme le Hezbollah ou le Hamas. Et d'ailleurs, dans les manifestants chantent ni Gaza ni Liban, ma vie est pour l'Iran. Donc on le voit bien. Et au niveau du fond, il y a une opposition, comme je l'ai dit, à la conception de Khomeini et de Khamenei, avec un islam chiite qui est le vrai islam, qui doit dominer le monde. Et on exporte la révolution avec les proxys. Donc tous ces éléments font que les gens sortent dans les rues quand la cause immédiate est bien évidemment la situation économique catastrophique. Quand on a faim et qu'on a froid, à ce moment-là, on sort dans les rues, quitte à mettre sa vie en danger. Alors, docteur Herrera, toutes ces raisons, tous ces éléments que vous nous avez expliqués ne sont pas nouveaux quelque part. Alors, pourquoi, tout d'un coup, on a vu ces manifestations, on a vu ce mouvement de protestation? Maintenant, si on analyse le niveau économique, la chute du rial est dramatique. Le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans le robinet, c'est aussi dramatique. On parle le gouvernement lui-même a parlé de déplacer Téhéran vers le sud du fait du manque d'eau. Donc quand on a faim et on a soif et on n'a pas de travail, à ce moment-là, ça pousse aux manifestations. Vous avez raison de dire que il faut analyser à quel point ces manifestations risque d'amener à une chute ou non du régime. Ouais. Il faut se rappeler qu'en 2009 et en 2022, il y a eu des manifestations similaires en Iran pour d'autres raisons immédiates, mais qui se sont produites quand même.
Alors, on va reparler de ça parce que c'est un sujet très important et très intéressant de savoir si ces manifestations ont une chance quelque part de voir la fin du régime iranien. Mais d'abord, un petit mot encore sur les manifestations et les manifestants. Qui sont les manifestants? Et d'autre part, est-ce que les manifestations ont lieu dans tout le pays ou seulement dans les grandes villes? Alors effectivement, les manifestations vont en augmentant dans de plus en plus de régions. Avant de préparer cet entretien avec vous, j'avais écrit que les Kurdes n'étaient pas rentrés dans les manifestations. Mais dans les heures qui sont passées là maintenant, on voit qu'il y a eu déjà des arrestations de Kurdes à Marivan dans la région kurde de l'Iran. Donc ça commence à toucher la région kurde, qui est quand même une minorité très forte et qui inquiète beaucoup le régime en place parce qu'elle peut se mettre avec les Kurdes de l'Irak, par exemple, et ça représente une menace pour l'intégrité du pays, l'intégralité du pays et pour le régime lui-même. Donc on voit que les couches tant persanes que non persanes commencent à rentrer dans les manifestations et elles commencent à être violentes. Il y a une station de police qui a été prise, il y a une base des Basidj qui a été prise. On reparlera quand on étudiera les chances de chute du régime. Les Basidj sont les jeunesses iraniennes, en général à peu près on peut dire 1,5 million de jeunes, avec une réserve de plusieurs millions de personnes dont le rôle principal est d'assurer la sécurité intérieure et donc d'aller attaquer les populations civiles si nécessaire, comme ça s'est passé d'ailleurs en 2022. Alors justement, est-ce que, il y a eu, comme vous l'expliquiez déjà, il y a eu déjà des manifestations, il y a eu des mouvements de contestation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2022 et puis aussi à d'autres moments. Tous ces mouvements de contestation, ces manifestations ont été cassés d'une certaine manière par le régime par le régime iranien. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir est fragilisé réellement? Et est-ce qu'il y a une chance que ce pouvoir tombe après ces manifestations? Les analyses qui ont été faites sur les probabilités de chute d'un régime montrent que c'est un phénomène qu'on pourrait décrire comme chaotique. On ne peut pas le prévoir, mais on sait quelles sont les conditions requises. Des manifestations populaires massives, une opinion publique négative du régime, des répressions violentes de manifestations, des arrestations, des mises à mort sommaires, tortures, disparitions d'opposants, des limitations des droits civils, une économie faible et corrompue. Toutes ces conditions sont réunies en Iran. Mais il y a quand même, il faut être prudent et circonspect parce que pour l'instant, de facto, le gouvernement n'a pas agi de manière violente contre les manifestations, ou très peu. On a rapporté pour l'instant peut-être un mort. Ils tirent pour l'instant du gaz lacrymogène, des balles en caoutchouc et des choses comme ça. Les Basidj ne sont pas encore intervenus vraiment contre ces manifestations. Et à un autre point, il n'y a pas de dirigeants ou de groupes dirigeants fantômes, d'alternatives au régime. On peut parler du fils du Shah aux États-Unis, mais il n'y a pas d'infrastructure qui a été montée, mise en place pour être une vraie alternative au régime en place. Donc, en fait, il faut attendre de voir comment ça va se développer dans les jours à venir. On a parlé des différentes régions, mais on a vu aussi que les étudiants sont très actifs, y compris les étudiants des universités d'élite qui vont être ensuite les ingénieurs et les cadres supérieurs du pays qui sont aussi rentrés dans ces manifestations. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas vu, je suis désolé de le dire, des centaines de morts, et alors on sait que pour l'instant, le régime se sent encore suffisamment en sécurité. Quand il y aura des centaines de morts, c'est malheureux à dire, mais c'est un fait, à ce moment-là, on pourra voir est-ce que ça va se développer plus, est-ce que les militaires et les policiers et les Basidj vont cesser les tirs sur les populations ou les rejoindre? Ça, c'est ce que l'avenir dira. Il y a toujours en plus le risque de quelle serait la situation après. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois grandes possibilités. La première possibilité, c'est le Shah d'Iran revient et met en place, comme il l'a dit lui-même, une monarchie constitutionnelle
En fait, il aurait un rôle honorifique, un petit peu comme la reine d'Angleterre ou comme ça s'est fait dans plusieurs pays où il y a un roi mais qui est symbolique. La deuxième possibilité, c'est le démantèlement de l'Iran, avec une région kurde, une région arabe, une région baloutchi, une région azérie qui rejoindrait l'Azerbaïdjan. Et la troisième possibilité serait, qui était apparemment, selon des sondages qui ont été faits par un professeur en Hollande, serait une vraie démocratie. Mais on ne voit pas les infrastructures qui permettraient d'y arriver. Alors, donc en fait, il faut attendre avec patience de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, question aussi, comment réagit jusqu'à présent les dirigeants du régime iranien? Est-ce qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites? Est-ce qu'ils s'intéressent justement à ces manifestations? De quelle manière? Absolument. Le président en place a déclaré qu'il faut être à l'écoute des civils. C'est-à-dire que tant que les manifestations sont principalement économiques, à ce moment-là, le régime peut les contenir et peut dire nous allons faire des réformes, etc. Mais ce n'est pas que ça qu'on entend dans les manifestations. Quand on entend ni Liban, ni Gaza, on veut l'Iran, ça c'est contre la politique d'exportation de la révolution. Quand on dit mort au dictateur, c'est contre le régime des ayatollahs. Donc en fait, le régime essaye de montrer que la révolte est principalement économique pour des raisons objectives, puisque les gens savent très bien que quand ils ouvrent leur robinet, il n'y a pas d'eau ou il y a une eau sale qui en sort. Et l'électricité, alors qu'il fait très froid actuellement en Iran, n'est pas fournie 24 heures sur 24. Donc le régime essaye de faire basculer ces manifestations uniquement dans le plan économique en essayant de proposer des réformes et une aide qui ferait que ces manifestations se réduisent, s'estompent, alors qu'en fait, la nature profonde de ces manifestations ne se limite pas au domaine économique, mais touche aussi et le domaine politique et le domaine religieux et la nature même de l'Iran. Et pendant ce temps-là, le programme nucléaire et le programme tout simplement d'armement contre Israël continue en fait en Iran, et ce n'est pas une raison de l'arrêter. Il continue de plus belle. Les Iraniens ont appris la leçon de cette guerre des 12 jours et essayent de mettre en place des systèmes de protection, de défense et de possibilités d'attaque sans qu'Israël puisse s'opposer à cette attaque. Ils le font de manière très intensive. Non, ils n'ont pas encore changé de position. Ils ne peuvent pas changer de position. Si on reprend les fondements de l'Iran de Khomeini, et ensuite Khamenei a pris la même position, Israël est l'ennemi de l'islam depuis sa naissance. Et le but est d'extirper ce cancer du Moyen-Orient. C'est un but profond et c'est même eschatologique, puisque dans la tradition musulmane chiite, le Mahdi, qui est le dernier des 12 imams, c'est selon la conception de l'islam duodécimain chiite qui domine en Iran, ce même Mahdi viendra et mettra à mort tous les juifs. Donc on a ici un problème de fond. La nature du combat de l'Iran avec Israël est profondément religieuse. On n'a pas de frontières communes, on n'a pas de lutte économique ou touristique ou industrielle avec eux. La base et l'essentiel de la guerre avec l'Iran est religieuse, basée sur la conception chiite par rapport à Israël et aux Juifs. Dernière question, professeur Herrera, et elle concerne aussi bien sûr la région et Israël plus particulièrement. On a vu circuler sur les réseaux sociaux des appels d'Iraniens demandant à Binyamin Netanyahou et à Israël d'intervenir. Comment, selon vous, Israël doit-il réagir face à ce mouvement de protestation en Iran ? Il peut dire très bien, bravo, faites. Il pourrait éventuellement... je ne voudrais pas trop parler de ce qu'Israël pourrait faire, parce que peut-être qu'ils vont le faire vraiment, et je n'ai pas besoin de donner des idées au régime en place. Il y a à faire, et ça a commencé déjà. On a vu qu'il y a des messages qui ont été émis au nom du Mossad, appelant les populations à essayer de mettre en place un nouvel Iran ouvert. On se rappelle que l'Iran d'avant Khomeini avait de très bons rapports économiques et industriels avec Israël,
et ça pourrait se renouveler parce qu'il y a une grande partie de la population iranienne qui serait favorable à ces relations tant qu'elle n'est pas touchée profondément par ce chiisme antisémite. Est-ce qu'on peut imaginer que ces mouvements de protestation sont infiltrés en Iran par peut-être des agents israéliens du Mossad? Non, ils sont profondément internes à l'Iran. On sait parfaitement que il y a une insatisfaction profonde. On connaît les faits. Les gardiens de la révolution tiennent toute l'économie. Tout est entre leurs mains. C'est eux qui vivent dans le grand luxe alors que les populations sont affamées et brimées. Non, non, les problèmes de fond de l'Iran appartiennent à l'Iran. C'est pas Israël qui a détruit les nappes phréatiques qui font qu'on ne peut plus faire pousser des pistachiers en Iran. Les problèmes sont internes. Donc il faut attendre les semaines, peut-être les mois à venir pour voir de quelle manière ces manifestations et cette protestation va se terminer en Iran. Et Ça peut aller très vite aussi, on ne sait pas. Il faut suivre jour par jour. On est déjà après bientôt une semaine, hein, et les mouvements pour l'instant sont en train d'augmenter. Mais encore une fois, le régime n'a pas encore opté pour une réaction violente pour essayer de mettre un terme à ces manifestations. Docteur Ephraim Herrera, merci beaucoup pour ces explications et merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.